d'objection, l'origine de ce problème, on parle justement d'une affaire de justice avec l'affaire Sud Beauté. Oui, aujourd'hui, oui. Le résultat, il est là. On voit Ousmane Sonko qui dit mener un combat, accentuer le combat, suivi de son parti, finalement de la coalition Yewwi. Et en face, il y a également une coalition gouvernementale, quoi qu'on puisse dire, qui est l'incarnation de l'État du Sénégal. Oui, justement, cette situation est-elle inquiétante selon vous? En réalité, il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure pour l'instant, à mon humble avis. Un vulgaire fait divers ne peut pas compromettre l'avenir d'un État digne de ce nom, encore moins celui d'un pays ou d'un peuple, si on reste sérieux. Mais il semble que le problème actuel résulte d'une volonté obstinée de perpétuer une tradition politique récente. Récente, dites-vous? Oui, consistant à exclure discrétionnairement les adversaires, les vrais adversaires, du jeu politique afin de s'installer et de se pérenniser au pouvoir. Nous avons connu ça, nous, avec Senghor, pour le RND. Non, ce n'était pas... Vous savez... parce que vous avez toujours été justement oui, de l'opposition. Mais justement, oui. Mais c'est que Cheikh Anta, nous, il nous a éduqués dans l'esprit que dans la lutte politique, quelles qu'en soient les modalités, il faut s'efforcer d'être toujours dans son bon droit, d'avoir le bon droit pour soi. Première leçon. Seconde leçon, il faut, dans toute la mesure du possible, épuiser les procédures légales. C'est-à-dire jouer le jeu régulier des institutions tant qu'elles ne sont pas ouvertement partiales ou bafouées. Comme on peut le voir aujourd'hui avec des magistrats, des hauts magistrats, même affectés, même frappés par la limite d'âge, qui rentrent dans le débat politique de manière intempestive. Mais, Cheikh a ajouté, une fois que c'est-à-dire que vous êtes acculé dans vos derniers retranchements, et que tout le monde sait que vous êtes dans votre bon droit, et que vous avez épuisé les procédures légales, alors, c'est-à-dire, on ne recule devant rien. Pourquoi? Parce que nous avons raison sur le fond. Nous l'avons prouvé dans la forme, c'est la bataille du récépissé du RND, où la Cour, le président de la deuxième chambre, la deuxième section de la Cour suprême, nous donne raison sur le fond, mais nous déboute pour tardivité de la requête. Vous voyez, des astuces juridiques comme ça, les Toubabs sont coutumiers du fait, c'est leur droit à eux. Mais chez nous, c'est le droit colonial. Hein. Mais, une fois qu'on en est là, on dit, bon, maintenant, construisez le parti à travers le pays et dans la diaspora. Dans la clandestinité. Ouvertement, justement. Oui. On a refusé la clandestinité. On a, au grand jour. Et il leur dit, c'était à l'issue du verdict en plein tribunal, hein, oui. Du palais de justice, on met un tonneau. Cheikh Anta est monté sur un tonneau. Et il a dit, allez maintenant, rentrez chez vous calmement, dans le calme et la dignité, et continuez à édifier le parti comme vous le faites depuis 2 ans. Et si on vient vous demander au nom de quoi vous continuez à tenir des réunions chez vous, dites-leur que c'est Cheikh Anta qui nous a dit de le faire, que si vous avez des comptes à demander, allez lui demander à lui, il habite à Fann à telle adresse. Et c'est bien simple, pour rentrer chez lui, il n'a pas pu prendre sa voiture, les gens l'ont escorté du palais de justice jusqu'à sa résidence à Fann. Mais ils ont fini par venir nous donner nos récépissés. Or, ce jour-là, dans le palais, Cheikh avait dit, un jour, vous verrez, ils viendront nous remettre notre récépissé et on en fera un chiffon de papier, on le jettera à la poubelle. Non. Parce qu'un parti, c'est pas un papier, un certificat de naissance. Un parti, c'est une volonté collective organisée. Oui, mais en vous écoutant avec cette philosophie incarnée par Cheikh, est-ce que vous avez les mêmes objectifs que recherche aujourd'hui le PASTEF, raison pour laquelle vous avez adhéré au PASTEF? C'est exactement le même programme. C'est un programme de libération nationale
d'égalité sociale et de réunification africaine. Parce que la condition du salut de l'Afrique, c'est son unification sur des bases souveraines, démocratiques et populaires. Et ça va commencer, comme toujours, par un travail d'éducation, d'éveil et de préparation culturelle. Vous savez l'une des raisons qui explique l'impact de Sonko dans l'opinion, c'est que bien qu'étant Diola, il parle parfaitement Wolof, et que même ces conférences de presse, quand vous avez toute la presse du monde et d'Afrique qui est là, il commence par parler à son peuple en Wolof, il explique tout ce qu'il a à expliquer à ses concitoyens, et seulement après, il fait un résumé en français. Et quand nous allons nous atteler à un véritable plan de réunification de l'Afrique, et pas seulement de l'Afrique de l'Ouest, pour que des avatars, ou des bâtards comme la CEDEAO ne nous bougent plus l'horizon, mais nous aurons une seule et unique langue de travail pour les États africains unis. Et ce ne peut être qu'une langue africaine. Quand vous voyez Macron venir oser dire que la langue du panafricanisme c'est le français, il se paye notre tête. Mais alors, oui, Diallo Diop, il se moque de nous. Oui, aujourd'hui, le débat, il est posé. C'est le débat de la troisième candidature. Mais avant, il y a également le rôle et la place de la justice. D'hier à aujourd'hui, et avec le recul, comment analysez-vous la justice dans la démocratie, surtout dans cette trajectoire démocratique sénégalaise? Est-ce que la justice telle qu'elle est conçue est une source d'affaiblissement de la démocratie sénégalaise? Alors, en théorie, dans les républiques selon le modèle européen, vous avez 3 pouvoirs constitutionnels. Vous avez l'exécutif, le législatif et le judiciaire, et qui sont d'égale dignité, en théorie, et indépendants les uns des autres. Et vous avez des lois et règlements qui règlent leurs rapports réciproques. Exact. Et dans ce qui concerne le corps judiciaire, vous avez en tout cas nous c'est ce qu'on connaît dans le modèle français puisque c'est la référence obligée locale, on a ce qu'ils appellent une magistrature debout, et ce sont les procureurs et leurs substituts, et une magistrature assise, ce sont les juges du siège comme on dit, c'est-à-dire c'est eux qui ont la décision de justice. Eh bien, il y a un 3e ordre de juges dans notre pays, et il n'y a pas qu'au Sénégal, c'est une magistrature couchée, à plat ventre, devant l'exécutif, parce qu'il n'y a pas de souveraineté du pouvoir judiciaire. C'est une culture? Non. Acquise? C'est un vice constitutif. Parce qu'au fond, tout ça, ça vient du colonialisme. Vous savez, du temps des Français, de l'administration directe, où nous étions donc des possessions françaises. Et au Sénégal, c'est depuis 1550 ans, à Saint-Louis. Quand une loi est votée en France, que ce soit sous la France monarchique ou sous la France républicaine, le gouverneur de la colonie, c'est lui qui décide est-ce que cette loi votée pour la métropole est applicable dans sa colonie ou pas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, bien sûr. On vote l'abolition de l'esclavage à la Convention. Eh bien, le gouverneur de la colonie du Sénégal peut décider que non, on va maintenir l'esclavage au Sénégal parce que les nègres ne sont pas encore prêts pour avoir des droits de citoyens. Ça vient de là. Une magistrature couchée contre laquelle le corps des magistrats qui se respectent s'est insurgé. Pourquoi croyez-vous qu'on a fait toutes ces misères au juge Téliko quand il était président de l'Union des magistrats du Sénégal? C'est parce qu'il voulait mettre fin à cette tutelle étouffante de l'exécutif. Eh bien, l'une des raisons pour lesquelles le président Sall a refusé d'appliquer les conclusions des assises nationales, c'était justement la refonte du pouvoir judiciaire qui était prévue pour lui donner son vrai statut d'arbitre des conflits institutionnels entre l'exécutif et le législatif. Et aujourd'hui, on a vu que dans l'affaire Sweet Beauté, le dossier atterrit à la chambre criminelle. Oui. Ousmane Sonko dit se battre. Beaucoup d'instances l'ont demandé de ne pas se rendre à ce procès.
Vous, avec le recul, quelle appréciation faites-vous de la réaction des uns et des autres? Alors, en fait, le complot est tellement grossier et ridicule au fond que l'opinion est révoltée dans sa grande masse, dans les larges masses. C'est un scandale indigne même d'une république arachidière. Et donc, la réaction de la population, c'est surtout après le meeting de Kermassar, c'est de dire « N'y va pas ! Mais nous sommes trop avisés pour répondre aux injonctions d'une foule en colère. Pour l'instant, la décision du parti est réservée. On attend de voir jusqu'où ce pouvoir est prêt à aller sur cette question. Il y a juste à annoncer la date de la tenue de ce procès. Oui, mais voyez, contrairement à ce qu'il essaie de nous faire croire, M. Bassirou Gueye n'est pas sorti de sa réserve, disons, à la demande de sa famille et de ses amis. Ah oui? Non. Pourquoi alors? Il est sorti de sa réserve sur instruction de son chef hiérarchique, qui est le président de la République, qui vient de lui donner une juteuse sucette avec la présidence de l'OFNAC. Ah oui? Voilà. Et c'est évident. Ils fonctionnent tous par ordre parce pour quel motif? Ce sont des magistrats couchés pour essayer de contrebalancer la vague d'indignation qui se répand comme un raz-de-marée dans l'opinion non pas seulement locale, mais continentale et de plus en plus mondiale. Parce que la ficelle est un peu grosse, et puis il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Mais, remarquez bien que le président Sonko a pris soin de préciser que je vous ai compris, mais je réserve ma réponse. Restez à l'écoute. Merci. Oui. Parce qu'il gagne en maturité avec l'épreuve. Vous savez, les épreuves, ça trempe les hommes. Et attendez la suite. C'est un mauvais feuilleton. On aurait dû épargner ça à notre pays, surtout quand les conséquences sont des pertes en vie humaine. Mais il faut savoir que, comme ce pays ne veut plus de cette caste dirigeante, c'est une famille, hein, carrément, c'est de cette famille régnante, qui, elle, n'a nullement l'intention de renoncer à son gâteau, qui est trop bon pour être abandonné, alors qu'il n'a pas encore reçu tout ce que ça promet. Mais ces gens-là, le moment venu, le pays trouvera les moyens de les arrêter, d'autant que la loi est de notre côté, la loi fondamentale leur interdit formellement et définitivement toute prétention à un troisième mandat. On verra bien jusqu'où ils sont prêts à aller, mais croyez-moi, et l'histoire de l'Afrique et de tout le monde entier est là pour en témoigner, entre une clique au pouvoir et un peuple debout, c'est pas le sort des armes qui tranche la question, c'est la volonté... Pourquoi parlez-vous du sort des armes? Parce que manifestement, c'est sur la force armée. Vous savez, tous les pouvoirs minoritaires qui n'ont pas de légitimité démocratique, ils n'ont que deux armes pour se maintenir. La ruse ou la force. La tromperie ou la violence. Comme maintenant le peuple est éveillé, informé et conscient, la ruse ne marche plus. Le président Sall ne compte que sur la force armée pour mater ces Sénégalais et s'asseoir sur leur tête. C'est une mission au-dessus de ses forces. Avant justement d'en prendre la dernière partie de l'émission, pour rappeler à nos auditeurs que